d'une asymptote. Bon. On peut avoir des branches infinies quand t tend vers infini ou quand t tend vers un nombre fini. Dans le premier cas, si vous calculez la limite de f de t, nous sommes en train d'étudier la courbe x égale f de t, y égale g de t. Donc, si la limite de f de t est finie, alors que la limite de g est infinie, c'est comme si vous êtes en train de dire la limite lorsque x tend vers x0 de y de x égale infini. Parce que vous dites g est infini lorsque x égale x0. Lorsque x tend vers x0, y tend vers infini. Et là, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que x égale x0 est une asymptote verticale. Donc x égale x0 est une asymptote verticale. Faites la même chose. Si la limite de f égale infini, limite de g est finie, et comme on a dit, c'est toujours l'étude de x égale f de t, y égale g de t, c'est comme lorsque vous dites la limite lorsque x tend vers infini, parce que quand t tend vers 0, x tend vers infini, de y de x, parce que g, ça représente y, égale y0. Parce que d'une façon sous-jacente, y est une fonction de x. Donc, limite lorsqu'x tend vers l'infini de y de x égale x0, cela implique y égale y0 est une asymptote horizontale. Maintenant, si les deux sont infinis, donc vous avez x et y sont infinis, à ce moment-là, vous étudiez le rapport y sur x. Hein? On étudie le rapport y sur x, c'est-à-dire g sur f, pour voir s'il y a une asymptote oblique ou une direction asymptotique. Bon, ce rapport, si la limite de ce rapport est finie, est égale à alpha 0, à ce moment-là, vous étudiez la limite de y moins alpha 0 x, de g moins alpha 0 x. Si cette limite est finie, alors vous avez une asymptote oblique qui est y égale alpha 0 x plus bêta 0. Hein? Donc, on a une asymptote oblique y égale alpha 0 x plus bêta 0. Par contre, si ce rapport n'est pas fini, mais c'est infini, à ce moment-là, je dis que y' est une direction asymptotique. Donc, on a une direction asymptotique lorsque vous dites limite y sur x lorsque t tend vers 0 égale infini, c'est que, OK, les deux sont infinis, mais il y a un qui est plus grand que l'autre, qu'il y a une variable plus grande que l'autre. Donc, y va à l'infini plus rapidement que x. Donc, la courbe ne peut être que comme ça. Hein. Y grandit beaucoup plus énormément, hein, plus fortement que x. Donc, on dit qu'on a une direction asymptotique parallèle à l'axe des y, c'est-à-dire la courbe tourne sa cavité vers l'axe vertical, l'axe des y. Si vous dites que la limite lorsque t tend vers t0, y sur x égale 0, c'est que x grandit plus fortement que y. Donc, les deux vont vers infini, mais vous avez x grandit plus fortement que y. J'ai dit que j'ai une direction asymptotique parallèle à l'axe des x, hein, c'est-à-dire la courbe tourne sa cavité vers l'axe des x. Maintenant, si on est arrivé, si la limite est fini égale alpha 0, mais bêta 0 n'est pas fini. Hein? Bêta 0 fini, on a trouvé une asymptote oblique. Si bêta 0 est infini, donc à ce moment-là, la droite y égale alpha 0x est une direction asymptotique, c'est-à-dire la courbe tourne sa cavité vers cette droite. Si on est en haut, c'est comme ça. Si on va d'en bas, on est comme ça. La courbe tourne sa cavité vers cette droite-là. Voilà, ça, j'ai expliqué, les directions asymptotiques. Il y a un paragraphe très intéressant, c'est le paragraphe des courbes voilà, de points réguliers, points stationnaires, biréguliers, singuliers, etc. Bon, on va dire qu'un point T0 appartient à D tel que f et g sont dérivables, mais
ne sont pas nuls au même moment, alors ce point est irrégulier. Parce que c'est quoi le vecteur f'(t), g'(t)? C'est le vecteur gamma prime t. Bon, au point t0, c'est gamma prime. Ça, c'est le vecteur tangente. Donc, lorsque vous avez une courbe, un point M de t0 comme ça, et vous avez une tangente comme ça, ben, la tangente est bien définie. Si gamma prime n'est pas 0, 0, c'est que j'ai une tangente. Hein, c'est que j'ai une tangente. Le vecteur tangent est bien défini. Donc, je dis que j'ai un point régulier. Un point où le 2 s'annule, on l'appelle point stationnaire. Hein. Si f' au point t0 égale g' au point t0 égale 0, donc le vecteur tangente est un vecteur nul, alors gamma d0 ou gamma de t0 est un point, hein, qui est x t0, y t0 est un point stationnaire. Point stationnaire ou point critique. C'est un point qui peut être candidat pour être un point singulier. Un point singulier, c'est un point qui n'est pas régulier. Donc, un point régulier, si vous voulez, c'est un point où la tangente est bien définie. Un point singulier, c'est un point où la tangente n'est pas bien définie ou n'est pas unique. Par exemple, si je vous donne un point qui fait comme ça, c'est un point double. C'est-à-dire, il y a deux moments, T1 et T2, où la courbe passe par ce point. Vous remarquez que vous avez une demi-tangente comme ça, une demi-tangente comme ça. Vous n'avez pas une tangente. Ça, c'est un point singulier. Si je vous donne une courbe qui vient comme ça, mais qui rebrousse chemin comme ça, de sorte que j'ai une demi-tangente qui est tangente aux deux branches d'une courbe. Ça, c'est aussi un point singulier. Je l'appelle point de rebroussement de première espèce. Si j'ai une courbe qui fait comme ça, puis il rebrousse chemin comme ça, de sorte que j'ai une demi-tangente ici, qui est tangente à deux branches de la courbe en ce point. Hein, les deux branches se mettent du même côté, d'un même côté de la tangente. Alors ici, de part et d'autre de la tangente. Ça aussi, c'est un point de rebroussement de deuxième espèce. Donc vous n'avez pas de tangente. Vous avez des demi-tangentes. Et ça aussi, c'est un point singulier qu'on appelle point singulier de deuxième espèce. Le point, le point d'inflexion, c'est un point régulier, les points de tube, sa tangente est bien définie, mais elle est un peu spéciale parce que la tangente, ça c'est un point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est un point où la courbe change de cavité. Ben, il a la cavité qui tourne vers le bas, après il arrive à un point où la cavité tourne vers le haut, hein, ou l'inverse. Et lorsque vous tracez la tangente, vous remarquez que la tangente coupe la courbe. C'est-à-dire, la courbe, elle est au-dessus de la tangente d'un côté, mais elle est au-dessous de la tangente d'un autre côté. Ça, c'est un point d'inflexion. Mais n'empêche que la tangente est bien définie, elle est unique. Donc, ça, c'est un point régulier, finalement, le point, le point d'inflexion. Donc, je répète, comme je disais tout à l'heure, donc un point où le vecteur tangent est nul est dit point stationnaire, c'est un point candidat pour être un point singulier, ça peut ne pas être un point singulier. Donc, M' au point T0, gamma prime au point T0, F' c'est le vecteur tangent au point MT0. En un point régulier, le vecteur tangent est non nul. En un point stationnaire, le vecteur tangent est nul. Un point T0 appartient des... Une seconde. Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. Donc, un point T0, un point T0 de D tel qu'FG admet des dérivées secondes, hein, en T0 est dit point birégulier si M' et M seconde sont linéairement indépendantes. M', M seconde linéairement indépendantes, c'est-à-dire lorsque vous faites
lorsque vous faites le déterminant x', x', c'est-à-dire f', g', f seconde, g seconde, il faut que ça soit différent des zéros. Si ceci égale à zéro, hein, donc f' g seconde, f' g seconde moins f seconde g', si ceci égale à zéro, c'est-à-dire m' et m seconde sont collinéaires, alors mt0, c'est un point qui peut être un point d'inflexion. On appelle le premier invariant de la courbe paramétrée m le plus petit entier strictement positif P, tel que MP différent des zéros s'il existe. Je vous donne un exemple parce que là, on ne va pas facilement comprendre. Si je prends la courbe x de d de t égale t2, y de t égale t de 3 par exemple, si vous cherchez x', vous allez trouver que c'est 2t, y' de t, c'est 6t2, et vous allez trouver que gamma prime s'annule, hein, si et seulement si t égale à zéro. Donc t égale zéro est un point stationnaire, c'est-à-dire l'origine pour t égale zéro, x égale zéro, y égale zéro, c'est un point stationnaire. Maintenant, c'est quoi P? P, c'est le premier ordre de dérivation tel que la dérivée d'ordre P de gamma est non nulle. Bon, gamma prime égale à zéro, donc P c'est plus grand que 1. Je cherche gamma seconde. Gamma seconde, c'est quoi? C'est x seconde, donc la dérivée de x', c'est 2. C'est y seconde, donc la dérivée de y', c'est 12t. Et au point 0, gamma 0 au point 0, c'est 2 0. Donc différent des 0. Donc P, c'est le premier invariant. P égale 2. C'est le premier ordre des dérivations qui donne un vecteur non nul en un point stationnaire. Lorsque vous faites les développements limités, hein, lorsque vous faites les développements limités, ben, je vous rappelle le développement limité pour une fonction réelle fx0 plus h, c'est fx0 plus f'x0h plus f seconde x0 h2 sur 2 plus etc., etc. Lorsque vous faites le développement limité au sens vectoriel, c'est-à-dire gamma t0 plus h égale gamma t0 plus h gamma prime au point t0 plus h2 sur factoriel 2 gamma seconde en t0, etc. Lorsque p c'est le premier invariant, donc tout ce qui est avant p va s'annuler. C'est pour cela m0, mt0, mt0 plus h s'écrit sous forme hp sur factoriel p, mp parce que toutes les dérivées avant p étaient nulles, hein, au point t0. On va voir pourquoi on est en train de faire cette étude locale au voisinage d'un point stationnaire. C'est juste pour connaître et étudier sa nature. Ce on a dit la nature va être soit un point de rebroussement de première espèce, point de rebroussement de deuxième espèce, point d'inflexion ou point ordinaire. On appelle second invariant. C'est le plus petit entier après P, hein, Q plus grand P, qui n'est pas nul, qui me donne un ordre de dérivation non nul, mais qui n'est pas collinéaire avec quoi? Avec MP. Donc, lorsque je fais ces développements, je vais contenir à l'ordre Q. Alors, vous aurez plusieurs vecteurs qui sont collinéaires avec MP. Après, toutes les autres dérivées après P vont s'annuler. Directement, je vais tomber sur la dérivée d'ordre Q, hein. Donc, le développement limité de M0, M de T au voisinage de 0 s'écrit
M0, MT, c'est FT moins FT0, plutôt gamma T moins gamma T0. C'est pas F parce qu'on avait dit que F, c'est l'abscisse. Sur les X et les Y, c'est plutôt gamma T moins gamma T0. Bah, si vous faites le développement, tout ce qui est avant P était nul. Avant la dérivée Pm de gamma était nul. Et tout ce qui est après, entre P et Q, c'est collinéaire avec P, donc ça va s'écrire constante multipliée par ces vecteurs, hein, avec un facteur commun T moins T0. Tout ce qui est entre la dérivée d'ordre P et la dérivée d'ordre Q est nul, donc directement vient après Vp, c'est les Vq, T moins T0 puissance Q sur factoriel Q. Ça, c'est le développement à l'ordre Q. Donc finalement, mt0m, ça va s'écrire constante fois le vecteur MP, c'est-à-dire dérivée Pm de gamma, plus constante positive, hein, dérivée Pm de, bon, pas nécessairement positif, bêta, dérivée Qm de T0. Bon. On va dire que si vous faites ces cadrans-là, vous prenez ces vecteurs, c'est le vecteur MP T0, qui est le vecteur tangent à, c'est le vecteur tangent à la courbe. MQ T0, pas nécessairement orthogonaux, hein, pas nécessairement orthogonaux, ben, je vais le tracer orthogonal, mais pas nécessairement, ça peut être comme ça. Ça, c'est le cadran 1 où alpha et bêta sont positifs, donc c'est un vecteur si M est là, donc MT0 c'est là, M de T0 est là. Donc si alpha et bêta sont positifs, c'est que M est là, dans le premier cadran. Si alpha négatif, bêta positif, c'est qu'on est là. Et puis, troisième cadran, hein, ça c'est deuxième, et ça c'est quatrième cadran. Et là, on va voir la nature du point d'après ses développements, hein. On a dit que mt0, mt0, m égale bon, alpha, la constante t moins t0 à la puissance p, hein, gamma p, t0, plus p moins t0 à la puissance q euh, sur modulo une certaine constante, hein, AB, par exemple sur factoriel q, hein, tout ça, gamma q de t0, à peu près égal, en enlevant le epsilon. Bon, et vous avez t, ça c'est t0, t qui va varier avant t et après t0. Bon, avant t0, si t est là, si t est là, bon, je crois que je vais le faire sur PowerPoint pour mieux expliquer. Je vais expliquer ça sur PowerPoint, sur OneNote plutôt. Bon, je vais expliquer ici. On va dessiner. Donc, je ne veux pas considérer un repère orthonormé. Le repère peut ne pas être orthonormé, mais en tout cas, ne sont pas collinéaires. Donc, on a dit ça c'est MT0. On a dit ça c'est le vecteur gamma d'ordre P en T0 qui est le vecteur tangente. Et ça c'est gamma Q en T0, le premier vecteur non collinéaire avec MT0. Et puis, on avait dit que M0M, hein, de T s'écrit A selon gamma de T0 P plus B selon gamma T0 Q. Et finalement, ça, c'est de la forme une constante
fois t moins t0 à la puissance p gamma t0 p plus une autre constante t moins t0 à la puissance q gamma. Ouais, si je fais comme ça, je ne veux pas avoir une place pour dessiner. Bon, je vais l'écrire un peu en bas. Donc, M0, M de t, c'est de la forme C1, t d'après le développement de Taylor, t moins t0 à la puissance p, selon le vecteur gamma p t0, plus C2, t moins t0, gamma q t0. À peu près, c'est comme ça, la valeur de M0. Et t, on a dit, ça c'est t0, et t va varier d'avant t0 jusqu'à après t0. Pour t avant t0, si je prends p pair, p pair, q pair, p pair et q pair. T avant t0, donc t moins t0 au carré, c'est positif. Pas au carré, à l'absence pair, c'est positif. Et t moins t0 à la puissance q, c'est aussi positif. Donc, les deux sont positifs, hein, pair et pair. Donc, nous sommes dans le premier cadran, hein. Le coefficient, c'est lent. Donc, m, elle part de là. Elle va descendre lorsque t s'approche de t0. La courbe va s'approcher vers mt0, tangentiellement à mt0. Après, il va traverser t0. Maintenant, t est là, hein. Maintenant, t est là. Ici, m pour t avant t0. Après, m pour t égale t0, il est là. Maintenant, pour t plus grand que t0, bah, c'est toujours positif. T moins T0, c'est négatif à l'absence pair, c'est positif. T moins T0 négatif à l'absence pair. T moins T0, c'est positif déjà, excusez-moi. Pour T plus grand, c'est positif. Bah, que ce soit pair ou pas, c'est positif. Mais avant, c'était négatif lorsque T plus petit que T0, mais le fait que P et Q sont pairs était positif. Donc, je suis en train d'arriver là, j'arrive ici, et après, je reste dans le premier quadrant tangentiellement. Donc, M0 est un de rebroussement, point de rebroussement de deuxième espèce. Point de rebroussement de deuxième espèce. On va dire P pair, Q impair. Je vais faire ces raisonnements. T avant T0. Donc M, il était où initialement avant T0? Avant T0, T moins T0, c'est négatif. À la puissance pair, c'est positif. Et donc nous sommes ici, hein, soit dans la zone 1, soit dans la zone 3. Pour t plus grand que t0, pour t plus petit que t0, j'ai t moins t0 à la puissance q est négatif parce que q est impair, donc négatif. Donc m initialement, il est là pour t plus petit que t0 parce que le coefficient selon gamma p était positif et les coefficients selon gamma q étaient négatifs. Donc, initialement, là. On va aller pour t, lorsque t s'approche de t0, m s'approche de m0 tangentiellement à gamma p. Après, lorsque t traverse t0, ça devient positif et ça devient positif parce que t moins t0 est positif. Donc, on va aller, hein, on va aller au premier, on va aller ici. Donc, nous partons de là, nous arrivons ici tangentiellement et puis nous allons là, hein, au premier cadran, m pour t plus grand que T0. Donc, pair impair, ça me donne M0, point de rebroussement de première espèce. Hein. Maintenant, je vais supposer que P impair. P impair. Hein. Je vais effacer ça peut-être. Je fasse ça pour expliquer. Impair, impair. Impair, pair, impair, pair. Donc, ça, c'était 0. Maintenant, je vais prendre P impair, mais Q, il est pair. Je prends t avant t0 pour voir initialement m il était où.
Donc, t avant t0. Donc, ceci est négatif parce que t impair. T moins t0 négatif, mais à la puissance q qui est pair, ça devient positif. Donc, j'ai alpha négatif, bêta positif, je suis là. Je vais jusqu'à M0 tangentiellement. Après, qu'est-ce qui se passe lorsque T devient ici? Donc, initialement, M pour T plus petit que T0, il est là. Il va tangentiellement, la courbe va tangentiellement à gamma P au point MT0. Lorsque T traverse T0, du coup, alpha et bêta deviennent positifs parce que T moins T0 est positif. Donc, on va aller à M ici. Donc, la courbe va faire comme ça, tangentiellement, et il va aller comme ça. Donc, c'est un point ordinaire. Donc, M0 est un point ordinaire. Point ordinaire, ce n'est pas un point singulier, hein, c'est un point régulier. Même si les deux dérivés s'annulaient, hein, parce que vous savez, lorsque x' t0 égale y' t0 égale 0, ça ne veut pas dire que la tangente n'existe pas. Parce que la pente de la tangente A, c'est la limite de y' sur x'. Lorsque vous utilisez la règle d'Hopital, hein, parce que là, vous avez 0 sur 0, vous utilisez la règle d'Hopital, bah, c'est la limite de y seconde sur x seconde, et peut-être vous allez trouver une valeur finie. Et comme ça, vous allez trouver un point ordinaire. Vous allez trouver qu'il y ait une tangente très naturel en ces points. Maintenant, si je prends P impair, le dernier cas, Q impair, donc lorsque t est envers t plus petit que t0, donc j'ai alpha et bêta sont négatifs, donc on est là, initialement. Bon, je vais effacer ici. Et lorsque t devient plus grand que t0, bah, t moins t0 devient positif. Donc, on va aller à là. Mais tangentiellement, donc j'arrive ici tangentiellement, j'ai contenu tangentiellement, alors vous trouvez que c'est un point d'inflexion. M0, point d'inflexion. Bon, je vais m'arrêter là, la vidéo. Et après, dans la vidéo prochaine, je vais donner des applications sur le domaine des définitions, sur l'étude des points singuliers.